Nous avons donc des croissants, du comté, du Beaufort, de la mimolette, du pain, un nectar de pêche blanche et du fromage blanc de la compote. C'est que ça s'entend pas, c'est un croissant, ça marche pas. Plus près du micro. Là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Siga. Siga a 27 ans et avec elle, nous avons discuté des mercredis et de la taille des jupes, du Covid et du Maroc, des garçons dont on tombe amoureuse en même temps, des groupes WhatsApp et des tricots de peau, mais surtout du libertinage et des règles du jeu. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Je me suis jamais posé la question de quelle serait la vie si j'étais un garçon, ça m'a jamais fait particulièrement envie. Je pense que je suis née dans le bon corps de fille et que ça me va comme ça. Surtout, j'ai été un peu mal dans ma peau quand j'étais plus jeune, un peu comme tout le monde en réalité. Mais maintenant, je me connais mieux en fait. Et donc c'est tellement plus simple de vivre quand on est mieux dans ses baskets. Tu as dit « je suis une fille ». T'as encore du mal à te considérer comme une femme ? C'est un abus de langage, de la façon dont j'en parle. Mais effectivement, j'ai plus tendance à dire fille et garçon. Je pense que ça démystifie un petit peu. Les hommes ont longtemps été une espèce de bête obscure que je comprenais pas vraiment. Et donc, du coup, par extension, femme devient fille, c'est pareil. J'avais du mal à comprendre les femmes. Donc, j'ai gardé ce vocable-là. Mais en fait, je suis une femme, oui. C'est quoi pour toi être féminine ? Moi, je me suis un peu conformée au code un peu classique de la féminité actuelle. C'est-à-dire, effectivement, avoir les cheveux longs et porter des robes. Ça fait très conservateur, du coup, ce que je dis. Alors que je reconnais bien sûr toutes les féminités, même dans les femmes qui ont les cheveux courts et qui portent pas de jupe. Disons que moi, c'était peut-être confortable de m'adapter à les codes qui sont les nôtres dans notre société. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille ? Mes parents, ils voulaient surtout avoir un enfant parce qu'on était un peu sur le tard. Donc, ils étaient ravis. Et puis, je crois que ma mère avait dans l'idée que les garçons étaient plus remuants. Et donc, ça lui allait très bien. Elle avait déjà eu une titi avant. Et mon père s'en foutait. Il voulait surtout avoir un enfant. T'as grandi avec quelles idées concernant les petites filles et les petits garçons et après, plus tard, les femmes et les hommes ? Moi, j'ai pas eu d'éducation particulièrement genrée, même si dans ma famille, ma mère s'occupait plus des tâches ménagères et mon père un peu moins. La construction de la féminité et de la masculinité, c'était plus dans le dur au collège-lycée, où là, on se construit tous et du coup, on a des images un peu archaïques, je trouve. L'image de la fille, c'était d'être un peu sage et de bien travailler à l'école, et les mecs étaient un peu plus fous. Donc c'était quand même un endroit où être une fille, c'était très encadré. Par exemple, à l'école, j'ai eu plein de remarques sur la taille de ma jupe. Et les mecs, beaucoup moins sur la taille de leurs shorts. Il y avait beaucoup de limites sur nos relations, nous, les garçons et les filles. On parlait pas de body count à l'époque, mais c'était vraiment tacite. Le body count, c'est le nombre de personnes avec qui tu as des relations sexuelles au cours de ta vie. La vision patriarcale veut que plus une femme a de valeur, moins elle a couché avec deux mecs dans sa vie avant de trouver le bon. Et ça, donc on n'avait pas encore cette notion, parce que c'est assez récent, en fait, de le nommer. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette idée-là de coucher pour la première fois le plus tard possible et d'avoir le moins de partenaires possible. Donc on avait des relations assez compliquées avec les garçons là-dessus. En fait, il y avait toujours la nécessité de se préserver. En fait, on a toujours, tout le temps, cette double injonction de il faut qu'on soit bonne, il faut qu'on soit sexy, il faut qu'on plaise aux mecs, mais en fait, il faut pas qu'on ait trop transformé l'essai, parce que là, on devient une pute. Et du coup, on passe notre vie à essayer d'être sur cette espèce de ligne de crête où il faut être un peu sexy, mais pas trop non plus. Et c'est vraiment limitant, tu vois. Et en plus, comme moi, j'étais un peu mal dans ma peau, finalement, en fait, ça m'allait bien, cette vision, parce que je m'étais dit, en fait, le seul mec qui voudra de moi, et ça sera le seul mec de ma vie. Et du coup, sauvé, réputation au top. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? En fait, moi, ma sexualité, elle m'est finalement venue un peu sur le tard. Par exemple, moi, j'ai pas vu de porno avant 19 ans. Même dans les scènes de cul dans les films, mes parents me montraient pas. Donc, j'ai jamais vu vraiment à quoi ça ressemblait avant tard, le sexe. Et donc, je sais que le soir, avant de me coucher, j'avais des espèces de rêves un peu érotiques. Mais en fait, ça se limitait à faire un câlin. Mais vraiment, rien de plus que ça. Moi, mon premier souvenir de la sexualité, c'est des trucs qui sont très innocents. C'est
Moi qui fantasme un peu sur mon camarade de classe, mais donc je rêve de lui faire un câlin habillé. Ou alors le classique pommeau de douche, bien sûr. Maintenant, je sais que c'était une émulation un peu sexuelle parce que le pommeau de douche traînait sur mon clitoris, mais en fait, à l'époque, je savais pas ce que c'était un clitoris. Je savais pas qu'on pouvait prendre du plaisir comme ça. C'était toujours très, très innocent. Du coup, c'est à partir de quel moment que tu as su que c'était en lien avec la sexualité ? Par exemple, le pommeau de douche. Quand est-ce que tu t'es dit, en fait, là, ce que je suis en train de faire ou les choses auxquelles je pense, elles ont attrait à la sexualité ? Mes parents parlaient pas énormément de sexualité, mais il y avait quand même une volonté de me faire un petit éveil à la protection, ne serait-ce que ça. Et donc, un jour, ma mère est venue me voir. Je me rappelle, elle était en train de nettoyer par terre. Et moi, j'étais sur l'ordinateur familial à côté. Et elle s'arrête, elle s'appuie sur son balai. Et elle me fait « Est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous chez le docteur pour qu'elle te parle de protection ?» Moi, j'ai transpiré tout ce que je pouvais en 3 secondes. Et je lui ai dit « Oui !» Et voilà. Et ça, c'est mes premiers souvenirs de... Là, on te fait une petite éducation à la sexualité, un petit peu au désir, l'importance de se protéger, etc. En fait, j'avais un petit copain à 16 ans et dont je commençais à parler un petit peu. Donc, elle avait compris. Avec mon copain, on n'a pas vraiment eu d'émulation sexuelle avant 1 an. Parce qu'au début, c'était très tendre, très bisou. Et en fait, le physique est venu après. Disons qu'à 16 ans, je sais comment on fait les bébés. Je sais en quoi consiste à peu près une relation sexuelle. Je sais en quoi consiste une pénétration, mais j'ai pas non plus d'idée de ce que ça peut être la sensualité ou tout ce qui tourne autour d'une relation sexuelle sans pénétration. Il y a eu ce fameux rendez-vous chez le médecin, mais j'ai pas utilisé les bienfaits de ce rendez-vous avant 17 ans, finalement. Ça s'est construit vraiment avec ce premier amoureux-là, où on a évolué tous les deux. On est restés 2 ans ensemble, et donc on est passé d'une relation amoureuse où on était presque très enfantin, à un moment où, le temps passant, on a eu plus de désir, et puis on a accouché ensemble, mais au bout, effectivement, d'1 an. C'était une première fois assez douce. On a passé 1 an assez naïf, tout doux tous les deux. Et en fait, l'envie sexuelle est arrivée un peu après. Et la première fois, c'est super bien passé parce qu'on l'attendait vraiment. Donc en fait, tous les mercredis après-midi, après le lycée, on se retrouvait chez lui. Et tous les mercredis après-midi, on faisait une étape en plus. On faisait un bisou en plus, une caresse qui descendait un peu plus. Donc en fait, on savait mécaniquement qu'à un moment donné, ça allait être ce mercredi-là qu'on allait coucher ensemble pour la première fois. Et ça, c'était très doux, ça s'est très bien passé. Vous étiez toujours un peu raccord sur le rythme auquel vous évoluiez tous les deux ? Ouais. Je pense qu'on s'influençait aussi beaucoup l'un l'autre. Alors moi, j'avais une conception à l'époque de la fidélité qui correspondait vraiment à mon époque, mais qui était vraiment extrêmement restrictive. Moi, comme je me masturbais pas, j'avais du mal à tolérer que lui se masturbe. Je considérais presque ça comme une tromperie. Et quant au fait qu'il puisse se masturber sur une actrice porno, donc quelqu'un d'autre que moi-même, mais ça me rendait folle. Et donc on a eu quelques discussions un peu musclées là-dessus. Je voulais pas qu'il se masturbe sur quelqu'un d'autre que moi. Alors que maintenant, ça serait vraiment le contraire, en fait. Ça m'excite un peu. Et de ta première fois, est-ce que tu as pu en parler à des personnes autour de toi ? Ouais, j'en ai parlé à mes copines, mais en fait, c'était vraiment un non-événement. Comme c'était vraiment très progressif, l'arrivée de la sexualité, en fait, si tu dis que ta première fois, c'est la première pénétration, alors, en fait, ça a été dans la fluidité du moment, donc ça a été un non-événement, mais... Je me suis pas sentie différente après, pas plus femme. Je suis rentrée chez ma maman, j'ai pris une douche et j'ai mangé à la table familiale. Donc bon. Et après, vous êtes restés 1 an ensemble, c'est ça ? On est encore restés 1 an ensemble. On n'a rien remis en question sur les codes du couple à l'époque ou de la sexualité. Mais à l'époque, c'était exactement ce dont j'avais besoin, en fait. Prendre connaissance de mon corps, être en confiance avec un mec que j'aimais, c'était parfait. J'ai fantasmé ce garçon énormément, puisque comme j'étais dans une vision très essentielle de ce couple, et ben, je ne pensais qu'à lui quand je fantasmais, donc c'était lui, le seul, l'unique. Du coup, après, est-ce que tu as toujours eu besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles ou plus ? Comme j'avais débloqué la sexualité avec ce garçon, je me suis permise après d'avoir des relations sans particulièrement d'amour. Et en fait, le début de la vie étudiante, c'est un moment où on est aussi un peu plus libre. J'habitais plus chez mes parents, j'avais plus les mêmes potes, notamment ceux qui s'intéressaient au body count. Et aussi, je faisais des études en sciences sociales. Et donc là, on avait quand même pas mal de thèses féministes, et notamment cette importance de l'indépendance du couple. Puis aussi, il y a très basiquement, on fait beaucoup de soirées étudiantes. On finit beaucoup bourré, on rencontre plein de gens. Moi, j'habitais plus avec mes parents, donc t'as un peu l'idée de « putain, là, je peux un peu lâcher les chiens », tu vois. T'es plus obligée d'attendre le mercredi après-midi, quoi. Exactement, je suis plus obligée d'attendre le mercredi après-midi. Là, c'était des relations qui étaient assez classiques aussi, dans le sens où je rencontrais un mec, on couchait ensemble, c'était pas non plus incroyable, mais c'était un peu ma période où j'étais contente de faire de la conquête.
de rencontrer des mecs et de coucher avec, et puis on se disait au revoir le lendemain, on se tapait dans les mains, et puis on se revoyait à l'amphi 2 heures plus tard, mais c'était tout, tu vois, il n'y a rien de spécial. Mais ça, c'est pas le moment où j'ai particulièrement profité du sexe. Là, c'est le moment où je me sentais plus à l'aise dans mon corps. En fait, parce que, comme je vous disais, quand j'étais un poil plus jeune, j'étais pas très à l'aise dans mon corps, je me sentais pas hyper jolie, et donc j'avais vraiment cette idée de le seul mec que je rencontrerai, ça sera le dernier, ça sera le seul avec qui je pourrais coucher. Là, je me rendais compte qu'en fait, je pouvais plaire. Donc, il y avait vraiment ce truc de « Ah, mais ce mec, je pourrais, j'y aller, et oh, ça fonctionne !» Et ben, je le chope. Et puis, il y en a un autre, et je le chope. Mais finalement, sexuellement, c'était pas le plus épanouissant. Mais en fait, à cette période-là de ma vie, ça me faisait tellement du bien de savoir que je pouvais plaire que j'ai adoré cette période. Et justement, tu l'as plus ressenti à ce moment-là, le truc du body count, c'était fini? C'était complètement fini. En fait, il y a le principe de réalité, c'est qu'au début, on se dit non, je vais coucher avec 2 personnes dans ma vie. Et puis en fait, la réalité, c'est qu'on s'attache à quelqu'un, puis ça fonctionne pas, et puis un autre, ça fonctionne pas. Et puis après, il y a des gens avec qui on s'attache pas, mais on a du désir, et puis c'est la réalité de la vie. Donc à la fin, tu te détaches un peu de ce que tu avais appris. Ma période étudiante, donc c'était cette espèce de boulimie de garçon. Et j'arrive au Maroc, c'était mon dernier semestre d'études. Donc dans ma tête, c'était aussi mon dernier semestre de liberté, parce qu'après, il va falloir commencer à travailler, ça serait plus la même ambiance. Et donc, je me dis, ce semestre-là, c'est le semestre où je vais profiter. Et donc, j'arrive à Rabat et je rencontre ce mec sur Tinder qui me plaît beaucoup. Et en fait, 2 jours plus tard, je rencontre un garçon qui allait être dans ma promo et qui était aussi vraiment super. Et du coup, même si j'envisage pas forcément de relation amoureuse, plus le temps va, moins les coups d'un soir m'intéressent. En fait, le sexe, c'est jamais incroyable la première fois. Moi, j'aime bien revoir des mecs parce que moi, je me lâche davantage, je connais mieux leur corps, et c'est le moment où tu peux tester des nouveaux trucs. Et donc, d'entrée, les 2, je me disais, de toute façon, si je couche avec, je vais les revoir. Et puis en plus, on était dans une toute petite ville. Pour le second, on était à la fac, donc j'allais le voir tous les jours. Donc, c'est quand même plus sain quand tu gardes des relations, tout ça. Et il se trouve que ces 2 garçons-là, ils fréquentaient une soirée le mercredi soir. Encore, je crois que les mercredis sont très marquants dans ma vie sexuelle. Ça devait être un jour où j'avais un petit coup dans le nez. Et donc, il y avait les 2 en même temps. Et moi, j'étais heureuse d'avoir les 2 en même temps. Et du coup, je leur ai demandé à chacun si je pouvais continuer à fréquenter l'autre. Et ils m'ont dit oui. À ce moment-là, je les connais tous les 2 depuis une semaine. Donc, je suis attachée à aucun des 2. Mais je me dis qu'il y a quand même un potentiel pour l'un et l'autre. Et ça a ouvert une période de quelques mois. Ça a duré 6 mois en tout. Où je suis sortie avec les 2. C'était très chronophage. Et en même temps, j'étais vraiment dans une optique où... En fait, je vivais un peu pour l'amour, parce que les études, c'était chouette, mais en fait, il y avait ces 2 mecs-là avec qui je vivais plein d'aventures, et c'était incroyable. Et en fait, pour les 2, la relation est devenue importante. Et donc, je suis tombée graduellement amoureuse des 2 en même temps. Mais qu'est-ce que ça a fait dans ta tête, ça? Tomber amoureuse de 2 garçons en même temps? Et ben ça a remis en cause vachement de choses sur ma conception de l'amour, en fait. Parce que là, je me suis rendu compte déjà que c'était possible de tomber amoureuse de 2 personnes en même temps. Et aussi parce que les 2 mecs faisaient preuve d'une ouverture qui était assez folle. Et je me suis rendu compte qu'on avait un cadre qu'on s'était un peu tous fixé sur à quoi ressemble une relation amoureuse telle qu'elle doit être. Et en fait, les 2 mecs étaient carrément ouverts à ce que ça soit pas tel que ça doit être, tu vois, qu'on puisse réinventer une façon d'aimer. Et c'était quoi, du coup, votre autre formule? Comment vous avez créé cette relation à 3? En fait, on était dans une bande de potes un peu élargie où les 2 se croisaient assez régulièrement. Mais par contre, entre nous, c'était assez clair quand moi, je passais la soirée avec l'un ou quand je la passais avec l'autre. Il y a eu des moments où on a passé les soirées ensemble tous les 3 où là, ça se passait bien. Mais par contre, sur la fin, effectivement, ça a été un peu compliqué. Il y a eu une soirée un peu explosive où, en fait, je devais aller passer la soirée avec l'un. Et en fait, j'ai passé un peu trop de temps avec l'autre. Et du coup, le premier l'a mal vécu et s'est barré. C'était ma première relation polyamoureuse, donc elle était peut-être un peu immature au départ. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement excitée par ces 2 rencontres amoureuses que je me suis mis aucun cadre. J'ai un peu parlé de l'un à l'autre. Des fois, j'étais maladroite parce que j'envoyais des textos à l'un pendant que j'étais à l'autre. En fait, moi, dans ma tête, les 2, je les adorais. Et je pense que ça a créé pas mal de problèmes de jalousie. À un moment donné, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils étaient une relation importante et que l'autre personne prenait pas le pas sur eux. Moi, j'étais peut-être pas, à l'époque, en mesure de leur donner cette stabilité. Il y a vraiment cette idée dans le polyamour qu'on essaie tout le temps de chercher l'équilibre et il est difficile à trouver. Par exemple, de dire si moi, ma copine, elle va avoir d'autres personnes, moi, il faut absolument que j'en vois certaines. Alors en fait, c'est pas forcément le cas. Tu vois, c'est pas parce qu'on n'a pas tous la même libido, pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes besoins. Mais du coup, je pense que dans leur cas à eux, ça a peut-être péché. Les 2 voyaient pas d'autres personnes, même si pour moi, ça aurait été complètement OK. Hein. On était un peu dans un microcosme. On était tous en fin d'études, tous ensemble dans un petit groupe. Et donc, on était vraiment les uns sur les autres ensemble. Donc eux, il n'y avait pas énormément non plus de possibilités qu'ils rencontrent beaucoup d'autres
jeune femme. Est-ce que ça se savait dans votre groupe d'amis que tu étais en relation avec les deux ? Ça se savait, ouais. Et en fait, ça soulevait pas mal de questions. Et paradoxalement, pas énormément de jugements non plus. En fait, moi, je suis partie d'entrée sur il faut que ça soit ouvert. Parce qu'en fait, aussi, on était tous ensemble, donc ça se serait su. Et puis, effectivement, c'était pas une relation qui était honteuse. Il n'y avait pas de raison de le cacher. Et au contraire, moi, j'étais tellement heureuse, épanouie qu'il y avait beaucoup d'émulation. Tu vois, je prenais des verres avec plein de gens et je leur racontais ce qui se passait et tout. Et c'était vraiment chouette. Est-ce que vous étiez heureux, tous les trois, comme ça ? Toi, j'imagine que oui, mais est-ce que tu avais l'assurance que c'était le cas pour eux également ? Ça l'a été pendant un moment. Et puis, en fait, les deux relations ont périclité, un peu en même temps. Parce qu'ils voulaient une relation chacun exclusive avec toi ? Non, en fait, la fin, c'était parce que c'était la fin des études et la fin du NER. En fait, on quittait le Maroc, on commençait tous à travailler ailleurs. Et moi, je partais en stage au fin fond de la Tunisie à ce moment-là. Donc, commencer une relation à distance dans un endroit où j'aurais pas pu voir mes copains pendant 6 mois, ça avait pas vraiment de sens, en fait. Les 2 fins de relation m'ont fait vraiment beaucoup de peine. Donc, il y a eu un moment de creux où j'ai plus eu de copains pendant un petit moment. Quand on s'est séparés, donc à la fin du semestre, on a un peu tous les 3, on a quitté le Maroc, on a continué nos vies chacun de notre côté. Il y en a un dont j'ai plus de nouvelles, et l'autre, je l'ai revu quelques mois après, et il se retrouve qu'on s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble de manière assez fluide, comme ça avait été à l'époque. En fait, c'était assez évident. On avait reparlé un peu avant, parce que ça restait un peu douloureux pour les deux. Moi, c'était un vrai chacun d'amour, le deuxième que je l'ai laissé partir, donc forcément, ça m'a marqué, il y a eu besoin de lui en parler. Et puis même lui, il m'a raconté ses problèmes de jalousie qu'il avait eu notamment vis-à-vis de la première relation. Mais la mise en couple avec lui a été assez fluide. Donc là, en fait, il y avait personne d'autre à l'horizon. Donc on était de facto en couple exclusif. Mais c'était le moment du Covid. J'étais revenue au Maroc, où ce garçon-là continue à travailler, pour un week-end. Et en fait, c'est le week-end où le roi du Maroc a fermé les frontières. C'est-à-dire que je suis arrivée à 18h le vendredi, à 20h, les frontières fermées. Et on l'a su à 18h45. Je force à peine le trait. Donc, mon premier confinement, je l'ai fait au Maroc. Et donc, je l'ai fait avec lui. Et on s'ennuyait à mourir. Mais du coup, on baisait beaucoup. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens en confinement. Du coup, on fantasmait aussi. On passait notre journée à fantasmer. On avait que ça à faire. Et on a commencé à fantasmer des plans à plusieurs. Mais au début, il n'y avait vraiment aucune idée de le faire, de transformer en réalité. C'était pour le coup de l'ordre du fantasme, on ne fera jamais. Et je sais pas, un jour, il me dit, j'ai rallumé mon Tinder et puis là, il y a un couple qui est dispo. J'ai commencé à leur parler, mais bon, si tu veux pas, on fait rien, vraiment. Enfin, c'était pas du tout pour me l'imposer. C'était vraiment, ça arrivait comme ça. Est-ce que tu veux ? Et moi, j'étais ultra stressée. Mais en fait, ça fait longtemps que j'avais un peu dans cette idée de me dire j'aimerais bien vivre un peu des aventures. Donc, il me montre son téléphone où il y avait ce fameux couple. Et je lui ai dit oui. C'était les mêmes règles au Maroc pendant le Covid ? C'était les mêmes règles, mais c'était encore plus quadrillé. C'était l'armée qui faisait les checkpoints à chaque carrefour, donc ce qui fait que tu pouvais vraiment pas quitter ton quartier. Vous avez trouvé sur Tinder des gens dans votre quartier ? Des gens dans notre quartier, bien sûr. En fait, on a trouvé un couple dans notre quartier, et donc on a commencé à parler avec eux. Alors, t'as l'étape tu crées un groupe WhatsApp à 4. Sur WhatsApp, t'es obligé de nommer ton groupe. Comment tu appelles ce groupe ? Voilà. Et on n'avait pas d'idée, et du coup, c'était nul, on l'a nommé 4. Mais donc, t'as ce truc de, là, je commence à draguer à 2, et non plus à 1. Et ça change la donne, tu vois. Donc, parce qu'il faut que tu t'affiches un peu complice, un peu sexy. T'as une unité et t'en dragues une autre. Donc, t'as à la fois ce morceau-là, et t'as à la fois moi, je suis pas particulièrement bi, donc je m'intéresse quand même plus au mec qu'à la meuf. Donc, il y a un truc de, là, je drague en unité, et il y a aussi, là, je drague que le mec. Mais il faut que mon mec soit à l'aise avec ça. Et donc, comment il est à l'aise quand il me voit en train de draguer un autre gars ? Et puis, putain, il va capter mes tricks. Enfin, il va voir comment je fais pour draguer un mec. Enfin, je suis à nu, là, tu vois. Et donc, la conversation WhatsApp se passe quand même plutôt bien. Donc, on s'envoie des photos, mais des trucs très tranquilles. Enfin, nous habillés, tout ça. On avait un peu peur, quand même. Parce qu'en plus, on les connaissait vraiment pas. Et en fait, le week-end où on prévoit de se voir, je crois que c'était un week-end de fin de Ramadan. Enfin, en tout cas, c'était un Aïd. Et le roi avait, à ce moment-là, un petit peu allégé les règles de confinement, mais on pouvait pas passer d'une ville à une autre. Et en fait, le mec habitait à Casablanca, et nous, on était à Rabat, et la meuf habitait à Rabat. Et donc, le mec nous dit, je peux pas venir, mais je vous laisse avec elle. Et donc, elle était hyper chaude, tu vois. Et moi, j'étais en mode, mais je sais pas comment ça va fonctionner. Et puis, en fait, moi, j'avais peur du corps des meufs. C'est bizarre, mais moi, mon corps, je le connais très bien.
Mais découvrir les aspérités, les formes du corps d'une autre et savoir la faire jouir, ça, c'est une autre paire de manches. J'avais jamais fait ça de ma vie. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, l'idée de... Vous étiez justement une unité couple avec une autre, et en fait là, d'un coup, vous étiez plus ça, vous étiez un couple avec juste une autre personne. C'est pas les mêmes règles du jeu, pas le même fantasme, pas la même configuration. Mais en fait, on a eu très peu de temps pour se décider. On a eu 24 heures, ce qui fait que on s'est dit, on va pas se dégonfler maintenant. Et donc, la meuf est venue chez nous. Et en fait, elle était assez à l'aise parce qu'elle en avait déjà fait. Et donc, elle arrive un peu pumped up. Nous, on était tendus comme jamais. Et donc, elle se pose. Et nous, on savait pas comment se positionner. Et du coup, on se met d'un côté et de l'autre. Le gros canapé en U où tu peux faire tenir vraiment genre une dizaine de personnes presque. Et nous, on était chacun sur notre canapé de notre côté, les mains sur les jambes, un peu petite fille parfaite. Elle nous fait la conversation très à l'aise, à fond, machin. Et en fait, on discute une demi-heure. Mais en fait, ça n'avançait pas. On était là pour du sexe quand même. Et moi, j'étais tétanisée. J'étais incapable de prendre le lead là-dessus. Et donc, à un moment, mon mec se lève et dit bon, on va dans la chambre. Le truc... Droit au but. J'en ai marre, là, qu'on papote, les meufs. C'est le truc le moins fin. Et en même temps, en fait, on en avait besoin de quelqu'un... yaï, tu vois. Et du coup, on s'est dit, ouais. Et donc, on y allait. Et donc, pareil, c'était pas fluide. Donc, on s'est un peu déshabillés les uns devant les autres. Chacun dans son coin, c'était pas très, très sensuel. Bon, et une fois que tu te retrouves allongé tout nu dans un lit à côté de gens, ça prend quand même. Et là, je me rappelle d'un vortex où je suis rentrée dans le truc. On a commencé à coucher ensemble. Je me suis découvert un vrai kiff pour cette meuf. Alors, j'avais jamais couché avec une nana avant. Et je me revois 1 heure après, à Languille, crevée. Et puis, c'était fini. Et c'est tout. T'as aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ? J'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé pendant. En fait, c'est j'ai comme des les fans flashs. de Taylor Swift qui sont rentrés en transe pendant le concert. Exactement, mais j'allais en parler. C'est que t'as ce truc de l'amnésie du moment qui est beaucoup trop intense. Et du coup, tu vis le truc. Et tu sais que c'était incroyable, mais t'as très peu de souvenirs, à part des flashs que je ne saurais même pas relier dans leur chronologie. Donc, j'ai des flashs de certaines positions, j'ai des flashs des soupirs de cette nana, j'ai des flashs du visage de mon mec un peu déformé. Et je me rappelle de la fin, où c'était l'espèce de la plénitude, le retour au calme, où on était tous les uns collés aux autres, un peu entremêlés. Tu savais pas à qui étaient les jambes qui étaient collées aux tiennes. Enfin, on planait un peu, tu vois. Et ça, c'est la première histoire à 3. C'était le moment fou. Ça nous a donné envie de recommencer, mais quasi immédiatement. Bon, le truc, c'est qu'on était quand même au Maroc. Moi, après, je rentrais en France, donc on n'a pas pu recommencer. Et en plus, dans le chemin du libertinage, tu tâtonnes. Donc la deuxième expérience était moins réussie. C'était, pour le coup, un couple, parce qu'on s'était dit, putain, on a loupé la première fois. Bon, c'était trop bien, mais on aimerait bien faire un couple. Et donc, on avait cette urgence. Pareil, la boulimie de, j'ai réussi un truc, je veux m'y remettre. Tout de suite, très vite. Et donc, on savait pas comment faire, en fait, à la base, pour rencontrer un couple, parce que Tinder, c'est mignon, mais en fait, c'est pas fait pour ça, à la base. Donc, tu t'en rends compte pas tant que ça, des couples. Mon copain avait un pote qui avait fait vaguement du libertinage et qui s'était inscrit sur ce site libertin et qui lui avait dit, c'est pas mal, va voir. Ce site qui s'appelle Wild, et en fait, je me suis un peu attachée à ce site qui fonctionne en fait comme un Facebook du cul. C'est une interface qui correspond un peu, où les gens s'inscrivent, font des fiches par couple ou en solo, mettent des photos, tu peux publier des trucs sur un feed et disent ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment le site libertin, mais peut-être que la catégorie d'âge est un poil plus âgée. En fait, c'est un site qui est là depuis très longtemps, donc il y a des gens qui ont vieilli dessus vraiment. Et après, des interfaces qui ressemblent plus à Tinder, par exemple, à Field, où là, en plus, il y a des gens qui sont plus jeunes. Mais c'est une autre façon de faire, c'est vraiment, tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Donc tu peux pas créer des liens comme tu le fais sur un réseau social classique tel que Wild. Et donc, on s'est inscrit, et comme on avait très très envie de le faire très très vite, on a un peu écrit aux premières personnes venues, sans vraiment prendre le temps de discuter avec. Et à ce couple-là, on leur donne rendez-vous dans un bar à Paris. On n'avait pas vraiment regardé, tu vois, on avait chopé sur Google Maps et on avait pris un Airbnb pour nous 4. Donc on s'était dit, vraiment, on prend le bar à côté du Airbnb, ça sera pratique. On balise le terrain en mode, si ça se passe pas bien, on prend juste un verre et puis on remonte pas et puis on verra, tu vois. Nous, on était en avance et en fait, on arrive devant et c'était pas du tout un bar un peu tranquille où tu prends une bière. En fait, c'était genre une brasserie archi chic. Et on était mal à l'aise, tu vois. Et surtout, on arrive dans l'entrée de ce truc, on se dit, bon, viens, on trouve autre chose, on se casse et tout. Et en fait, t'as le serveur qui vient nous voir et qui nous prend nos manteaux tout de suite.
Donc on est en mode, bah putain, on est là, enfin, on peut plus partir, tu vois. Et le couple arrive sur ses entrefaites et il nous dit, bon, bah, on y va. Et le serveur nous dit, bah, faut manger maintenant parce que nous, c'est pas juste un verre, tu vois. On se dit, putain, faut qu'on dîne avec eux. Enfin, on était un peu gênés. En plus, c'était une brasserie parisienne, donc on était en mode, bon, bah, alors on va prendre la soupe à l'oignon. Super glam. Contre toute attente, le feeling passe bien. Moi, j'étais un peu stressée. Bon, lui, complètement stressé aussi, mais ça se passe bien. Donc, on se dit, bon, on va les ramener. Et donc là, on monte dans le Airbnb. Et bah, en fait, il n'y avait plus d'alchimie sexuelle. Peut-être parce qu'il y avait le stress. Tu pouvais avoir une alchimie un peu intellectuelle au début. Et là, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le mec, bah, nu, il m'excitait plus. Il a enlevé sa chemise, il y avait un tricot de peau. Alors, je sais pas ce que c'est. Et bah, ça date un peu, justement, le tricot de peau. Plus personne n'en porte. Une sous-chemise. Un maillot de corps. Un maillot de corps, ouais. Mais c'est pas hyper sexy, mais en fait, le mec, je le trouvais un peu rustre ou tu l'embrasses et tu sens rien. Pas d'excitation, que dalle. Et ça, tu le contrôles pas. En fait, ce mec-là, j'avais vu assez peu de photos de lui, mais j'avais vu des photos sur ce site libertin où on peut en mettre quelques-unes plus ou moins à nu. Et lui, je n'avais vu que des photos très belles, très artistiques, en clair-obscur, de lui qui bande, mais le reflet de l'ombre contre le mur. Et il avait une bite grande. Et je m'étais dit, bon, en fait, c'est l'ombre qui est déformée. Et en fait, si, c'était vraiment la taille de sa bite. Mais en fait, qu'il ait une bite énorme, à la limite. C'est pas mon énorme kiff, mais tant pis. Mais en fait, quand t'as une énorme bite, faut être conscient que en face, t'as une fille qui a peut-être pas l'habitude, ou même qu'elle ait l'habitude ou pas, il faut y aller mollo. A fortiori, quand t'as une grosse bite, il faut mettre du lubrifiant, ce genre de choses, parce que je trouve qu'on oublie trop souvent que sur la capote, il n'y a pas de lubrifiant, en fait. C'est juste le truc un peu liquide, c'est pour pas qu'elle colle, mais sinon, en fait, il faut en rajouter, surtout quand t'as une grosse bite. Il est allé franco de porc et d'emballage, et ça m'a fait mal instantanément. Je pense que mon mec a capté aussi que j'ai eu ce petit cri de là, je souffre un peu, et ça l'a complètement déchauffé aussi. Et donc, en fait, ça allait de mal en pis. Lui, il arrivait plus à bander. La meuf en face, elle était pas hyper ravie d'être là non plus, ça se sentait. Et donc, en fait, on s'est retrouvés tous les 4 immobiles sur ce lit. Et le couple nous a dit, bah, on va y aller, quoi. Et vous les avez pas retenus. Et on les a pas retenus, mais même les au revoir étaient super bizarres. T'as eu le sentiment que vous avez dû écourter le truc ou que quand même vous êtes sentis tous un peu obligés d'aller au bout de cette expérience et puis après de partir vite? Non, en fait, ça a duré 10 minutes. Hein. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Donc en fait, toi, ça a dû être un peu violent pour toi parce que si le mec, vraiment en 10 minutes, il est arrivé et bam, il est rentré et toi, ça t'a fait mal et que ça s'est arrêté 5 minutes après, ça a dû être un peu... Ouais, mais ça manquait de finesse complètement. Mais en fait, il peut y avoir un sexe un peu brutal si on a envie. C'est juste que nous, je pense que notre erreur de débutant, c'était de ne pas avoir balisé quelles étaient nos limites et sur quel modèle on voulait faire du sexe. Et donc eux, comme ils avaient l'habitude, bah pour eux, ça leur posait pas de problème de se mettre à poil tout de suite et de baiser tout de suite. Ce qui me pose plus de problème non plus maintenant. Mais en fait, à l'époque, si, j'avais besoin, et puis j'avais besoin de douceur. Moi, j'avais besoin de m'adapter à leur présence proche de moi. Mais il n'y a pas eu de préliminaire. Ils n'ont pas essayé d'abord de vous embrasser, de vous caresser. C'était vraiment direct, on se fout à poil et bam, je t'enfourche. Pardon, mais... C'est limite ça, ouais. Hein. C'est vrai qu'on avait, entre guillemets, perdu beaucoup de temps à papoter au resto avant. On avait tout ça dans les pattes. Ouais, mais c'est pas un préliminaire non plus. C'est une bonne excuse. Non, c'est sûr que c'était pas suffisant. C'est expérience foirée, mais c'est le beau foirage. Moi, j'aime bien raconter cette histoire. Parce que après, j'ai appris à baliser, à demander ce que je voulais. Mais t'en es pas ressortie traumatisée, du coup? Non, du tout. Parce que ça aurait pu être le cas. Oui, mais en fait, non, parce que sur le moment, du coup, ça nous a un peu tendu, mais en fait, on en a ri très vite. Et en fait, on a voulu recommencer très vite, parce qu'on avait quand même ce rappel de la première fois qui était incroyable. Et moi, j'avais quand même toujours pas baisé avec 2 garçons. 2 fois, je le loupe. Et du coup, notre 3e expérience, c'était de faire un plan à 3 avec un garçon. Si jamais la première fois, ça avait été cette fois-là, est-ce que tu penses que ça vous aurait un peu déchauffé? Là, vous avez eu de la chance d'avoir une première expérience super, d'en avoir une autre un peu plus foireuse après, mais du coup, vous pouviez vous raccrocher à l'idée que celle-ci n'était pas une bonne expérience parce que vous aviez vécu un truc trop chouette avant, donc vous aviez un peu de comparaison. Et est-ce que si cette deuxième expérience qui était justement foireuse avait été la première, est-ce que vous vous seriez peut-être pas dit « Oh bon, en fait, c'est pas fait pour nous ». J'avais un vrai truc de curiosité. En fait, une fois qu'on a passé le cap de « on en parle à des gens », on sait qu'il y a un truc possible et pas mal. Parce qu'eux, ils avaient l'habitude d'en faire, tu vois, donc ils nous racontaient leurs histoires et c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois que ça peut pas fonctionner après. Je pense que la curiosité l'aurait emporté et qu'on aurait recommencé dans tous les cas, tu vois.
Et du coup, cette troisième fois? Et donc la troisième fois, on avait encore envie de recommencer très vite. Mais cette fois-ci, on avait appris nos erreurs. Donc on s'est dit, on va discuter un peu plus longuement avec le garçon. Surtout que moi, en plus, j'avais une vraie dose de stress parce que mon mec était pas bi. Je me suis dit, cette fois-ci, le désir, il est pas dilué, tu vois. Quand il y a une autre meuf avec moi, on baise avec tout le monde. Mais en fait, si je suis toute seule avec les mecs sont pas bi, c'est que sur moi. Donc j'avais une vraie pression. Dans vos limites et dans ce que vous vouliez faire pour ce plan à 3, les deux garçons avaient dit qu'ils voulaient pas avoir de relations sexuelles entre eux? Ouais, il l'avait dit. En fait, il y a un truc que je trouve un peu dommage dans le monde libertin, c'est que toutes les filles se déclarent un peu bi. Et tous les mecs sont toujours, non, moi je suis strictement hétéro. La main d'un mec sur mon épaule, c'est déjà trop. C'est assez tacite en fait que quand tu fais des plans à 3, deux meufs, un mec, les meufs sont un peu bi, ou en tout cas elles sont un peu fluides, tu vois, elles ont la possibilité de se caresser l'une l'autre, tout ça. Mais les mecs, par contre, jamais. On a un peu évolué avec ça après, ou en tout cas avec mes partenaires, mais à l'époque, effectivement, c'était tacite que c'était que pour moi. Et puis moi, il y avait aussi de l'excitation de me dire d'être un peu ultra stimulée. Donc moi, je fantasmais ce moment aussi par les deux mecs avec moi. Donc ce garçon-là, on avait du coup vraiment pas mal discuté avec lui. Ce qui m'empêchait pas, moi, de stresser comme jamais, parce que c'était vraiment une nouvelle façon de faire l'amour, donc c'était vraiment une nouvelle première fois. Et donc, on lui avait proposé de nous rejoindre un soir à l'appart. C'est pas mal de commencer avec des gens qui sont un peu chevronnés, parce qu'eux, ils savent un peu faire, donc ils te guident un peu. Et lui, il nous a vraiment bien aidés là-dessus. C'est-à-dire qu'il est arrivé, on lui a fait faire un petit tour du propriétaire, puis on a fait un petit small talk en buvant un verre dans le canapé. Cette fois-ci, on avait appris à se positionner correctement. On l'avait mis à côté de moi sur le canapé et mon mec était un poil plus loin sur un fauteuil. Mais déjà, une configuration où tu peux quand même plus te rapprocher que quand t'es à 3 km sur ton canapé en U. Et donc, je me rappelle bien du moment où ça a switché. En fait, il a posé sa main sur ma cuisse sur une conversation qui n'avait rien à voir avec le sexe, tu vois. Et avec mon mec, on s'est regardé, on était en face l'un de l'autre, en mode... La micro-conversation qui passe en 2 secondes en mode ça va, ouais, ça va, ouais, ça va. Donc il a posé sa main sur ma cuisse et puis 3 secondes après, il m'a embrassé. Et puis en fait, après, mon copain nous a rejoints. Et pareil, ça a été très fluide. Pareil, le coup de l'amnésie façon Taylor Swift, où je me réveille 2 heures plus tard en mode mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, quand tu kiffes, t'oublies en fait, c'est ça. C'est un peu le problème. Hein. C'est pareil, en fait, j'ai encore des flashs de ce qui s'est passé. Des moments que j'ai particulièrement kiffé. Je me rappelle de leur visage, je me rappelle des yeux de ce mec qui m'avait un peu happé. Je me rappelle très bien de ses beaux yeux verts. Et puis, à la fin, on s'est retrouvés, pareil, un peu à Languille. Moi, j'étais dans les bras de mon copain et le mec était en face de moi, allongé. Et puis, il me caressait un peu la poitrine et puis on parlait. Et puis, en fait, on avait fini de baiser. Donc, on s'est un peu raconté nos vies. Et qu'est-ce que tu fais et comment ça va? Et t'as prévu quoi demain et ce week-end et voilà. Puis, on a recommencé, en fait. Parce que tu restes quand même toujours tout nu... dans un lit avec des gens, donc en fait ça te réexcite et tu recommences et ça, la soirée finit pas, quoi. J'ai vécu cette expérience-là et je me suis dit, mais en fait, comment je peux revivre une sexualité basique à 2? Autant ma première relation de polyamour, je me suis dit, mais là, comment je vais pouvoir vivre une relation d'amour seulement à 2? Enfin, c'est terminé, j'ai découvert autre chose. Et ben là, c'est pareil, j'ai découvert la sexualité à plusieurs, je me suis dit, mais c'est fini. Enfin, jamais plus je pourrais juste baiser à 2. Et c'est vraiment ce qui s'est passé? Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah ouais? Après, t'as pu trouver ça chouette? Alors, j'aime beaucoup baiser à 2, mais pas que. J'ai besoin d'intégrer dans ma sexualité une sexualité de groupe, donc de baiser à 4 ou à plus. Et j'ai intégré ce truc de la curiosité et le besoin d'aventure, et donc de découvrir des trucs. Donc, dans mes pratiques sexuelles aussi, ça a ouvert tout un tas de possibilités. Par exemple, j'aime beaucoup maintenant faire de la domination et de la soumission. En fait, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le switch, où donc, au milieu de ta relation sexuelle, ou alors un jour après, tu changes de rôle. Et donc ça, c'est une découverte folle que j'ai aussi eue sur le tard. Parce que cette d'émulation sexuelle, de pouvoir baiser avec plein de gens de plus en plus nombreux, fait que j'ai aussi diversifié vachement mes pratiques. Et du coup, aujourd'hui, tu t'ennuies juste à 2? Non, je m'ennuie pas du tout à 2. Juste, je pense que si je baisais plus à plusieurs, ça me manquerait énormément. Mais la sexualité à 2, elle est super parce qu'elle permet de découvrir des choses. Là, spécifiquement sur la question de la domination, de la soumission, c'est un truc que tu travailles dans l'intimité à 2 parce que tu te mets beaucoup à nu, parce que tu es obligé de sortir de ton rôle classique. Par exemple, quand tu es en soumission, en fait, il faut vraiment que tu te laisses aller, que tu fasses confiance. Donc ça, tu le fais pas avec un inconnu au milieu d'un club libertin, au milieu de 50 personnes. Tu le fais avec quelqu'un que tu connais vraiment bien à 2. Et pareil, prendre le rôle de la domination,
Ça, c'est pas un rôle qu'on t'apprend quand t'es une petite fille. Et donc ça, c'est un truc pareil qu'il faut un peu déconstruire et dire que tu prends vraiment le pouvoir. Et puis aussi, être dominant, ça nécessite beaucoup d'empathie vis-à-vis de l'autre parce qu'il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ce qu'il ressent, des signaux qu'il t'envoie même quand il parle pas. Et donc ça, il faut vraiment que tu sois concentré. Ça nécessite un endroit un peu calme. Tu fais pas au milieu du bruit, de la fureur du club, quoi. Du coup, ça s'est fini avec cette relation-là avec qui j'ai commencé le libertinage. Mais moi, j'ai continué mon petit chemin toute seule et avec d'autres amants. Et donc, j'ai découvert le club. Et ça, c'était aussi un moment vraiment structurant parce que là, tu passes de la rencontre potentiellement à 3 à 4 dans ton cocon, dans ton petit appart, à une boîte entière. Les gens font la fête, mais intègrent la possibilité de baiser. Et en fait, t'arrives en club et t'es confronté à des gens qui potentiellement te ressemblent pas, qui n'ont pas le même âge, qui font pas les mêmes trucs que toi. Et voir des inconnus baiser, au début, c'est vraiment hyper impressionnant. Mais il y a ce truc assez fou dans les clubs, c'est que t'es très vite happé par l'ambiance. T'as une espèce d'excitation collective qui monte ensemble au fur et à mesure de la soirée, où au début, les gens prennent des verres, vont danser, tout ça. Au moment où les gens s'échauffent un peu sur la boîte, ça fait une excitation un peu collective. Et là, tout le monde se déporte un peu pour aller baiser tous en même temps. Il y a des endroits pour ça ? T'as un peu de tout dans les clubs. T'as des endroits qui sont un peu fermés, donc avec des espèces de portes si tu veux une intimité, mais c'est quand même assez peu courant parce que c'est pas l'objet du club. Si t'as envie d'intimité, t'y vas pas. Et après, t'as des espaces avec des lits plus ou moins grands, donc des lits où tu rentres à 6 à 7 et des lits dans lesquels tu rentres à 2 ou 3. J'étais avec... mon libertin, on appelle ça un complice. Donc j'étais avec mon complice. On avait, sur Wild, toujours, rencontré un couple et une fille qui voulaient sortir et qui, eux, avaient l'habitude. Et moi, c'était la première fois avec ce complice que j'allais en club. Et donc, on leur avait dit, chaperonnez-nous, amenez-nous. Et donc, c'était pas mal parce qu'ils nous avaient dit, on va boire un verre avant, on va y aller à telle heure et assez tôt parce que justement, on veut rentrer dans l'ambiance. Donc, on va y aller vers 22h30, 23h. Là où, en fait, les gens prennent des verres, dansent un peu, mais ça va, c'est encore assez tranquille. Et puis ensuite, t'es porté par l'ambiance collective. Et là, tu t'échauffes un peu. Et donc, on a bu un verre avant. C'était sur l'île de la Cité. C'était fin de printemps, début été. Il faisait chaud en terrasse. Et puis, nos amis se lèvent, on les suit. Et en fait, là, c'était dans une petite rue pavée, toute fermée, avec, les petites lanternes rouges. Par contre, si tu savais pas que c'était le libertin, à part la lanterne rouge, en fait, c'est une espèce de devanture de magasin fermée, toute noire. Faut vraiment te le dire, quoi. Ce qui était vraiment chouette dans cette soirée, c'est qu'on a débuté à 5, ce qui fait que moi, j'avais à la fois mon complice et je pouvais compter sur lui. On s'était dit qu'on se lâcherait pas. Et en même temps, ces gens-là, ils nous entouraient et c'était assez doux. Mais en fait, au fur et à mesure de la soirée où moi, je me suis un peu émancipée, au fur et à mesure où j'étais de moins en moins stressée, j'ai pu aller voir d'autres gens toute seule, eux aussi. Et puis en fait, on s'est retrouvés à la fin de la soirée où on a baisé un peu tous ensemble. Et c'était assez fascinant. Et du coup, ça m'a donné envie d'y retourner. Et alors, j'ai eu ce truc aussi de me dire, je veux tester tous les clubs de Paris. Il y en a beaucoup ? Il y en a quelques-uns, ouais. Et il y en a que tu préfères ? En fait, au fur et à mesure que j'en ai fait, j'ai un peu développé mon goût. Ce qui me plaît davantage maintenant, c'est les soirées de collectif un peu sex-positif. Je trouve que dans le libertinage, tu as plusieurs courants. Et donc, les clubs, des fois, ça correspond un peu plus à un libertinage un peu papa-maman. Avec des gens qui sont peut-être un peu plus âgés. Et l'esthétique, c'est toujours qu'on demande aux femmes d'être en robe et en talons et aux mecs en costume. Et ça, c'est une esthétique vieux porno. Et ce qui m'amusait au début, maintenant, ça me lourde. Notamment, un jour, j'ai failli pas rentrer en club parce que j'étais en basket. J'ai trouvé ça insupportable qu'on puisse pas être juste tranquille pour aller baiser tranquille. Et donc, il y a un deuxième courant qui me plaît aussi bien, c'est le courant un peu sex-positif. C'est des collectifs qui organisent des soirées en privatisant des lieux. C'est aussi très fêtard, mais peut-être un peu plus jeune parce que la musique, c'est peut-être un peu plus techno aussi. Et au niveau de la façon de s'habiller, il y a aussi beaucoup de contrôle parce qu'ils sont toujours très regardants sur l'ambiance collective. Mais t'as plus de liberté. Ce qu'on demande dans ces clubs-là, c'est surtout d'être un peu sexy et de viser l'originalité dans tes sapes. C'est un peu le not safe for work. On vibe un peu artistique sexe. Est-ce que tu trouves que c'est important, ce truc de dress code ? Parce que vous pourriez aussi tous être habillés exactement de la façon dont vous voulez, sachant que vous allez dans un club avec cette intention-là. Je suis assez surprise qu'il y ait autant de codes, en fait. Il y a énormément de codes, ouais. Moi, je milite vraiment pour on va baiser en basket tranquille et en jean. Et en fait, on se plaît pas en fonction de nos fringues. On se plaît de notre attitude, de ce qu'on peut raconter aux gens. Mais il se trouve aussi que c'est des soirées où
En fait, ils prennent des photos, mais de manière anonyme, qui vont sur leur page Insta ou ce genre de choses. Donc, en fait, eux, ils essaient de créer une ambiance collective. C'est un peu marketing, leur truc, mais Ils veulent une esthétique, quoi. ils veulent une esthétique. Et comment tu les trouves, ces collectifs? C'est quoi? C'est des événements sur Facebook? C'est beaucoup du bouche à oreille. Et après, tu trouves effectivement des groupes Facebook ou des groupes Insta qui sont fermés. Encore une fois, si demain tu es intrigué par le libertinage et si tu aimerais participer à une soirée comme celle-ci, si tu ne connais personne pour t'initier et pour t'y amener, c'est compliqué. Je pense que pour commencer le libertinage, il faut pas commencer en grosse soirée, parce qu'en fait, c'est hyper impressionnant. Et moi, pour le coup, pour avoir emmené un jour un copain dans un sauna libertin, ça l'a un peu déboussolé. Parce que tu vois des gens tout de suite baiser, alors que t'as pas du tout l'habitude, tu vois. Les seuls corps qu'on voit nus, c'est nos copains. T'as pas l'habitude de voir autant de gens baiser, d'être aussi nus tout de suite, donc ça peut être vraiment un peu flippant. Donc moi, je pense vraiment que quand tu commences le libertinage, c'est mieux de commencer par des soirées privées, ou moi, ce que j'ai fait, de commencer par une personne, puis deux, puis trois, ou borner exactement quel est ton fantasme, et essayer de créer une soirée là-dessus. À moins que ton fantasme, ça soit tout de suite le gros boum boum et énormément de gens. Est-ce que dans ces moments-là, c'est très important pour toi de jouir ou l'expérience est telle que même si tu ne jouis pas, t'as quand même pris beaucoup de plaisir? Le plaisir dans ces moments-là, il vient aussi beaucoup par vague et par l'excitation de la situation. Donc la jouissance, elle vient ou elle vient pas, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de ma rencontre sexuelle quand je suis en club ou quand il y a du monde. Moi, ce que j'aime bien après, par contre, c'est de pouvoir continuer à en parler. Parce qu'en fait, tu vis des trucs et puis après, en fait, le kiff, c'est de pouvoir le débriefer et de rebaiser après en débriefant. Et cette espèce de baisse de débrief, c'est elle qui me fait jouir beaucoup à la fin. Mais c'est parce qu'en fait, je me remémore tout ce qui s'est passé dans la soirée et qui était fou. Et ça me fait un peu vriller. Quand tu dis cette baisse de débrief, c'est celle avec ton complice ou c'est tu débriefes avec la personne avec laquelle tu viens de baiser et tu rebaises une deuxième fois avec elle? Bah, en fait, moi, je suis déjà allée en club toute seule, mais en fait, j'ai ce truc de j'aime bien partager le moment et donc rentrer ensemble. Parce qu'en fait, c'est des moments qui sont tellement forts que quand tu redescends, que tu sors de ta soirée, tu sors de ton club, bah, c'est un peu une redescente de drogue. Et donc, t'as ce truc de, bah là, ça fait 4 heures que j'étais entourée de plein de gens, que physiquement, je touchais plein de gens, et là, plus rien. Et donc, la cassure peut être vraiment dure quand tu rentres chez toi. Et donc, moi, j'aime bien rentrer avec le complice avec lequel je suis allée en soirée, et donc c'est avec lui que je débriefe, et c'est avec lui que je rebaise après. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité? C'est l'accumulation des 5. Surtout en club où t'es un peu dépaysé. T'as autant à voir qu'à toucher qu'à sentir. Et c'est ça qui est fascinant. Ça t'est déjà arrivé de simuler lors d'une expérience comme celle-ci? Ce qui est chouette dans le milieu libertin, c'est qu'il y a une vraie liberté de ton sur ce que tu veux pas. Et du coup, si ça te plaît pas, tu peux juste le dire ou convoquer un changement de position ou de situation. T'as pas besoin de simuler. C'est quoi la sensation que tu recherches quand tu fais l'amour? En fait, moi, je cherche vachement l'abandon et un peu l'oubli de soi. Dans une vie normale où c'est marqué par beaucoup de travail, un quotidien qui peut être un peu lourd des fois, la sexualité, ça te sort un peu de toi-même. Et surtout quand tu fais des expériences qui sont assez intenses, telles que des plans à plusieurs ou des pratiques un peu divergentes, tu vois, telles que l'anal, la domination, la soumission, et bah, ça te fait vraiment sortir un peu de toi-même. Et cette aventure, elle fait vraiment du bien. Et je trouve que vraiment, c'est l'aventure du corps qui rejaillit sur ta psyché. Et du coup, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps? Est-ce que tu l'aimes? Ouais. En fait, ma pratique sexuelle fait que j'apprends énormément de choses sur moi, tout le temps. Sur ce à quoi je réagis. Et puis en plus, comme tes fantasmes, ils évoluent en fait au cours de ta vie, t'as toujours plein de trucs à apprendre. En mode, putain, mais là, j'ai débloqué un nouveau niveau sur Mario où j'appuie sur un bouton et là, il y a une porte qui s'est ouverte, c'était fou. Enfin, ouais, du coup, je m'entends très bien avec mon corps. Parmi toutes les expériences que tu as vécues, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué? Un palier qui m'a vraiment fait changer, notamment dans mon rapport à mon corps et mon rapport au corps des hommes, c'est l'anal. En fait, j'ai rencontré un complice qui, lui, faisait beaucoup d'anal sur les filles. Donc, il m'a très vite proposé de le faire sur moi. Et moi, j'en avais jamais fait. Et je lui ai dit, bah ouais, mais si tu m'en fais sur moi, je vais t'en faire sur toi. C'était même pas forcément un fantasme au départ. Mais pour moi, il y avait ce truc de la réciprocité. C'est que l'anal, ça nécessite de se laisser aller, tu te mets un peu en danger, c'est pas forcément hyper agréable au début. Et donc, si moi, je fais un effort immense, toi, tu vas le faire pour moi. Donc au début, c'était vraiment juste un truc féministe de on va faire hyper égalitaire, tu me fais un truc, je te le refais en retour. Il a dit oui tout de suite parce qu'il a été un peu obligé. Je pense que c'est comme sur la question du couple. Le cadre de base fait que les mecs font pas d'anal sur eux, mais en fait, si tu pousses un peu, ils peuvent comprendre qu'ils ont un grand intérêt à faire ça, parce qu'en fait, ils kiffent carrément.
Enfin, la prostate, ça les fait vriller, vraiment. Et du coup, on a commencé avec moi. Et moi, ça m'a mis dans des états qui étaient assez fous. En fait, t'as ce truc de l'anal où c'est difficile au début, parce qu'il faut que tu te dilates, il faut y aller doucement. Et en fait, ça vient vraiment avec l'esprit. Une fois que tu sais que tu y arrives, tu peux le faire de mieux en mieux, de plus en plus. Mais au début, c'est vraiment difficile. Mais une fois que tu y es, moi, ça m'a donné des orgasmes que j'ai jamais eus auparavant. Et par ce fait-là, j'ai aussi découvert la multistimulation, donc le fait de se stimuler à la fois le clitoris et le vagin et en anal. Ça te mène à des extrémités qui sont fabuleuses. Enfin, j'avais jamais eu d'orgasme à ce point là-dessus. Lui, ce complice-là, ça a fait vraiment évoluer aussi, parce que déjà, il découvrait une source de plaisir qu'il connaissait pas. Qu'en fait, la stimulation anale pour un mec, c'est pas du tout la même sensation. Tu vois, c'est l'espèce de palier de plaisir, alors que quand ils jouissent devant, c'est plutôt un truc explosif. Donc, il a vraiment découvert quelque chose. Et puis, lui, ça l'a aussi beaucoup aidé à se déconstruire, à se dire, attends, mais en fait, les meufs, elles ressentent ça quand je leur fais tel truc. Ça l'a vraiment aidé à comprendre comment nous, on fonctionnait. Et par ailleurs, c'est devenu une vraie source d'excitation pour ce mec-là, où il se dit, putain, mais en fait, c'est ça qu'elles ressentent quand je leur fais un truc. Et lui, ça le fait vriller comme ça. Et du coup, je pense que les mecs, ça les calme aussi un peu. C'est qu'ils nous en demandent beaucoup. Et là, ils sont obligés de se donner un peu. Et ils en tirent aussi énormément de profit, sauf que eux, ça déconstruit aussi leur idée de qu'est-ce que c'est que la masculinité, tout ça. Mais donc, c'est une pratique qui, je trouve, te fait évoluer vraiment beaucoup dans ta tête. Et ça fait du bien. C'est l'heure de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? La sexualité prend de plus en plus de place dans ma vie et je trouve qu'elle me fait énormément de bien à l'esprit. Et en fait, de plus en plus, j'ai besoin de témoigner de ça. Que le sexe, c'est une émancipation fabuleuse quand on donne les moyens de le faire. Je trouve qu'on n'a peut-être pas assez ce genre de témoignage. Et notamment, moi, ça passe par le libertinage, mais en fait, la sexualité peut t'émanciper de plein de manières différentes. Et ce point de vue féminin, notamment sur la question du libertinage ou de l'émancipation, elle n'est pas hyper courante. Et je pense que c'est important de la porter. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.